Dans Point de vue, ravi de vous retrouver en direct sur le Figaro TV. Au sommaire de notre émission aujourd'hui, la présidence de Donald Trump lance de nombreux défis à l'Europe. Quelles seront les décisions sur le plan commercial? Quelle orientation sur le plan de la défense? Quelles conséquences pour les Européens? Est-ce qu'il en va de la survie même de l'Union européenne? Dans un instant, l'éclairage d'Alix Frangel-Alves, spécialiste des États-Unis. Elle fait partie du think tank German Marshall Fund of United States. Et puis, on parlera aussi des enfants qui ont déserté les rues, les parcs, les champs. Ils restent de plus en plus dans leur chambre et c'est préoccupant. C'est l'enquête du Haut Conseil de la famille et de l'enfance qui nous alerte. Sa présidente sera tout à l'heure avec nous. Et pour finir cette émission, eh bien, on parlera de l'un des derniers géants du cinéma américain, Clint Eastwood. 94 ans, le réalisateur et acteur vient de sortir son 41e film. Il est à la une du dernier hors-série du Figaro, un très beau numéro. Vous avez le programme, Point de vue, c'est parti. Bonjour Alix Frangel-Alves, vous êtes spécialiste des États-Unis. Vous faites partie du think tank German Marshall Fund of United States. Je le disais lors du sommaire, l'élection de Donald Trump, eh bien, comme président des États-Unis, ça pose de nombreux défis à l'Union européenne. Est-ce que le premier, ce serait déjà un défi commercial? On sait que Donald Trump a annoncé vouloir augmenter les droits de douane vis-à-vis de l'Union européenne. C'est bien ça? Tout à fait. Et c'est quelque chose que l'on peut remarquer avec ces récentes nominations qui doivent être encore approuvées par le Sénat et les Républicains au Sénat. Il y a évidemment ce nœud qu'on voit entre la politique America First, donc le fait de réindustrialiser et de relocaliser les chaînes de valeur et les industries stratégiques aux États-Unis, avec la politique China First, qui est donc dans la même veine relocaliser ces chaînes de valeur stratégiques et contrer la Chine, se découpler de la Chine. Faut vraiment souligner que toute politique économique, commerciale, industrielle, étrangère aux États-Unis sont perçues par le prisme de la compétition et de la Chine, et je le souligne encore, avec cette stratégie de réindustrialisation, de ramener les emplois et les industries aux États-Unis. Sur le sol américain. En ce qui concerne l'Union européenne, il a parlé d'augmenter les droits de douane de 10-20%, c'est ça? Entre ce qu'il annonce et ce qu'il va faire, on peut le croire? Pour atteindre ces objectifs, et notamment celui de China First, je pense qu'il faut... America First. America First et China First, parce que c'est le fait de contrer la Chine, parce que ces droits de douane, il veut aussi les appliquer à 60% aux produits chinois, et entre 10 et 20% à toute autre région du monde, y compris l'Europe, y compris l'Union européenne. Et je pense que quand Donald Trump dit quelque chose, il faut le croire. Il faut bien comprendre que tous les outils ou plateformes, y compris l'OTAN, le Conseil pour le commerce et les technologies qu'il y a entre les États-Unis et l'Union européenne, vont être des plateformes, des outils, par exemple aussi le gaz américain, pour faire pression sur les Européens et les forcer, les pousser à s'aligner sur leur politique China First, et aussi parce que Donald Trump voit systématiquement la relation des États-Unis avec un autre pays ou un autre groupement de pays à travers la question de la balance commerciale. Donc ces droits de douane, c'est vraiment pour objectif de rééquilibrer cette balance commerciale, et évidemment cette question protectionniste qui est extrêmement forte dans le programme de Donald Trump. Quels seraient les secteurs économiques prioritairement touchés par ces droits de douane? Ce serait évidemment le secteur pharmaceutique, et évidemment on pense au secteur de l'automobile, et c'est là où l'impact serait le plus fort. Serait le plus fort pour les Allemands, évidemment, puisque le secteur automobile correspond à une grande partie de l'économie allemande. Pour vous donner des chiffres, le coût de ces droits de douane entre 10 et 20% sur l'Allemagne, sur
sur 4 ans d'année Trump s'élèverait à 120 milliards d'euros et correspondrait à 15% de réduction des exportations allemandes vers les États-Unis, sachant que les États-Unis est le deuxième marché d'exportation du secteur automobile allemand, pour donner un exemple un peu plus concret. Un ordre d'idée, ouais. Actuellement, si on fait une photographie actuelle des échanges commerciaux, quelle est l'ampleur des échanges commerciaux entre les États-Unis et l'Union européenne ? Et c'est absolument énorme. Ce sont des partenaires historiques et l'Europe et les États-Unis ont des liens indéfectibles. Et c'est pour ça que ces droits de douane auraient des implications extrêmement négatives pour l'économie européenne. Certains économistes américains, et Kamala Harris utilisait beaucoup cet argument également durant sa campagne, disaient que ça pourrait également créer de l'inflation et augmenter le coût de la vie auprès du consommateur américain même. Donc, dû à ce partenariat qui est absolument énorme, les répercussions pourraient être graves. Il ne faut pas oublier que le marché unique européen est d'une grande valeur aussi pour les États-Unis et que les Européens doivent aussi jouer de ce levier de pression-là. Lors de son premier mandat, il avait déjà augmenté les droits de douane, Donald Trump. Quelles conséquences ça avait eu à l'époque ? Pour l'aluminium et l'acier, ça a été une grosse crise, évidemment, et entre les États-Unis et l'Union européenne. Et c'est notamment pour ça que Biden a suspendu ses droits de douane et que durant l'administration Biden, celui-ci a créé le Conseil pour le commerce et les technologies. Le retour de ces droits de douane est possible en mars 2025 puisque la suspension de ces droits de douane expire en mars 2025 et c'est là que le rôle peut-être de pas seulement mais de cette plateforme qu'est le Conseil au commerce et aux technologies, le CCT, pourrait être employé comme encore une fois plateforme comme moyen de pression sur les Européens pour dire bon, on va laisser ces droits de douane sur l'aluminium et l'acier qui ont évidemment des conséquences sur votre transition énergétique et votre compétitivité économique et capacité d'innovation puisque ce sont des matériaux extrêmement stratégiques pour fabriquer tout appareil électronique, pour les éoliennes, vous voyez. L'Union européenne, elle peut aussi, elle a les moyens de négocier avec Trump. Est-ce que ça va passer par, comment dire, une négociation globale ? C'est là que c'est intéressant, c'est que on regarde aussi de plus en plus vers ces autres pays qu'on appelle les États pivots ou puissances régionales qui deviennent de plus en plus importantes sur la scène internationale. Vous pensez à qui ? Je pense à l'Inde, je pense au Brésil et à d'autres pays d'Amérique latine qui sont riches en matériaux critiques, qui contribuent à la transition énergétique et à l'innovation. C'est chercher, faire de la diversification de partenariats avec ces pays-là pour essayer de rééquilibrer en fait sa dépendance aux États-Unis. Il n'y a pas que sur le plan commercial que Trump sur lequel Trump veut faire pression sur l'Union européenne. Il y a bien sûr le défi de la défense au moment où la guerre en Ukraine rentre dans son 1000e jour aujourd'hui. Il a toujours dit qu'il voulait que les Européens s'impliquent plus. Ce qui est prévu, c'est que les Européens devraient consacrer ça 2% de leur PIB. C'est ça à l'OTAN. Exactement, 2%. Il me semble que bien plus de 2/3 aujourd'hui ont atteint cet objectif-là. Mais comme durant son dernier mandat et comme certains démocrates aussi de cette dernière présidence, il y aura une pression accrue sur les Européens pour qu'ils prennent en charge leur sécurité, la sécurité de leur continent. C'est ce qu'on appelle le burden sharing, le partage de ce fardeau qu'est la sécurité et la défense transatlantique. Et c'est pour ça que
les Européens doivent réellement se préparer, puisqu'ils ne l'ont pas fait réellement jusque-là, à être capables de plus prendre en charge la sécurité du continent européen et pour leur bien-être sur le plus long terme. Donc pour ça, il faut vraiment cette double stratégie de déjà un message beaucoup plus coordonné et cohérent vis-à-vis de Washington pour dire que cette prise en charge plus grande de la sécurité du continent est une complémentarité à cette alliance transatlantique qui est nécessaire autant pour les États-Unis que les Européens, mais en plus booster ses capacités stratégiques, comme je disais, pour des matériaux critiques, mais évidemment pour tout ce qui est industrie de défense européenne. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit des réactions européennes vis-à-vis de cette réélection très différentes. Et ça manque de cohésion, c'est ça ? Ça manque de cohésion et c'est une fragmentation qui existait déjà auparavant, mais un retour de Donald Trump peut approfondir cette fragmentation-là, parce que Donald Trump peut jouer aussi sur ces divisions-là. Diviser finalement pour mieux régner, ce serait ça en fait. C'est un peu l'expression qu'on aime employer, mais c'est surtout dans l'idée où, par exemple, la Pologne a une relation évidemment asymétrique avec les États-Unis, où les achats de défense américains sont disproportionnés vis-à-vis de la relation d'échange qu'il peut y avoir entre la Pologne et les États-Unis. Et donc, il y a cette bilatéralisation des relations qu'on peut voir où pareillement, l'Allemagne, avec cette relation historique spéciale qu'elle a avec les États-Unis, va chercher à garder les États-Unis engagés chez elle. Pologne également, même s'il y avait eu un tweet de Donald Tusk le Premier ministre polonais. Voilà, qui avait quand même fait... qui était assez impressionnant, où il disait que la fin de la sous-traitance était arrivée. Mais bon, en même temps, on voit d'autres pays, même la Lituanie, qui cherchent à séduire les États-Unis en créant une stratégie spéciale Chine. Et donc, cette fragmentation, ça ne fait qu'augmenter la dépendance aux États-Unis. Il y a un petit peu, un manque de cohésion et des réponses un petit peu désordonnées à l'heure actuelle, avec un contexte où le couple leader de l'Europe, le couple franco-allemand, est plutôt en panne. Emmanuel Macron, ici en France, n'a pas la majorité. Le chancelier allemand a provoqué de nouvelles élections législatives en février. C'est assez propice pour Donald Trump de faire à sa sauce, si je puis dire. Complètement. Et en plus de ça, il faut ajouter on en parle constamment, mais cette idée, ce que Trump a déclaré maintes et maintes fois, le fait qu'il souhaite terminer la guerre en 24 heures. Et c'est aussi quelque chose qui peut faire peur aux Européens, dans le sens où il veut être inclus dans cet accord et dans ces négociations-là. Oui, être autour de la table. Exactement. Et donc Olaf Scholz, le chancelier allemand, a récemment dit qu'il voulait mettre fin à la guerre en Ukraine également, et a donc échangé avec Vladimir Poutine. C'est évidemment un grand signal par rapport à la situation nationale, donc en Allemagne, où on voit que l'opinion publique est de plus en plus divisée sur la question de l'Ukraine, et qu'il y a eu une volonté d'arrêt, de fin à cette guerre. Mais c'est certainement aussi pour dire que Donald Trump ne sera pas seul à jouer la médiation entre Zelensky et Poutine sur les conditions de la fin de cette guerre. Il en va, à vos yeux, de l'existence même, finalement, de l'Union européenne ? L'existence de l'Union européenne, peut-être, est en train de se jouer dans les prochaines semaines ? Je pense que c'est une grande épreuve de force pour l'Union européenne, et je pense qu'elle a été complètement capable de montrer une unité et un rassemblement quand même très fort dès le début de la guerre, en mettant en place le mécanisme de la facilité pour la paix avec les emprunts pour fournir de l'aide à l'Ukraine, et avoir une voix quand même assez unie sur la question. Le problème, c'est la base contextuelle qu'est la deuxième présidence de Donald Trump qui arrive. Mais bien sûr, ce qu'il se passe, et cette guerre en Ukraine est un test pour l'Union européenne, et aussi pour lui montrer qu'il faut vraiment élaborer une stratégie sur le moyen à long terme et développer ses capacités pour être capable de répondre aux défis d'aujourd'hui et de demain, que ce soit en matière de sécurité et de défense, de technologie, de compétitivité économique,
économique, parce qu'on le voit, tout est lié. Et pourquoi on le voit? Parce que c'est typiquement un leader comme Donald Trump qui emploie tous les outils et les plateformes à sa disposition pour faire pression sur les Européens. Vous évoquiez justement le fait que Donald Trump, c'est son deuxième mandat. Ça veut dire qu'il est un peu plus préparé. On a vu là ces derniers temps, ces dernières semaines, des nominations déjà très très importantes, alors qu'il rentre en exercice que, entre guillemets, le 20 janvier. Oui, en effet, les dernières nominations doivent, comme on l'a déjà dit, être validées par les sénateurs républicains. Ça prouve 3 éléments majeurs. Lesquels? Ce que je disais, c'est donc bien ce nœud entre la politique America First et China First. On voit que les nominations qu'il a eues, ce sont des personnalités qui ont des positions très dures vis-à-vis de l'immigration, de l'avortement, de cette question de la réforme bureaucratique, donc de couper en fait le nombre de fonctionnaires américains et de réduire. Il y a ce nouveau secrétaire de la Défense qui fait cette guerre contre le wokisme et qui est contre la diversité au sein du département de la Défense notamment. Il y a sa chef de cabinet qu'il connaît depuis des années, peut-être même au-delà de 2016, qui montre aussi qu'il a choisi des personnes qui sont vraiment proches de lui et qui peut-être cette fois-ci sont là pour rester, parce qu'on sait que durant son dernier mandat, son chef de cabinet a changé 4 fois, par exemple. Là, la chef de cabinet qu'il a choisie, il la connaît c'est donc Suzy depuis Wiles, Suzy Wiles, celle qui était la responsable de sa campagne. Responsable de sa campagne. Elle avait travaillé sur la campagne de Ronald Reagan aussi. Elle est très connue des cercles politiques républicains et démocrates et respectée, mais c'est vrai que par l'opinion publique américaine ou même internationale, elle n'est pas tout à fait reconnue. Mais donc Suzy Wiles plus Stephen Miller, qui est aussi le chef de cabinet adjoint, ou Tom Homan, qui est le tsar des frontières, c'est le titre chargé de l'immigration, c'est le titre que Trump lui a donné, montre vraiment cet alignement avec l'idéologie Make America Great Again de Donald Trump. Et pour revenir à China First, on a évidemment Marco Rubio, qui a été nommé comme secrétaire d'État. Marco Rubio, il le dit, il veut que les États-Unis se focalisent beaucoup plus sur la Chine et moins sur l'Europe. C'était déjà une tendance très profonde aux États-Unis, de regarder plutôt à l'Est et sans nous regarder, nous les Européens. On se passe de nous, là, quand même. C'est une tendance qui est là depuis Barack Obama. Ce pivot vers l'Asie, il est là depuis Obama. On l'a vu avec l'administration Biden. C'est une tendance qui est là depuis des années. Et Donald Trump n'en est pas la personnalité phare, c'est-à-dire que Donald Trump et disons ses supporters trumpistes et certains républicains, pas tous, ont une approche beaucoup plus agressive que les démocrates sur la Chine. Mais la question de la Chine, c'est bien le seul consensus bipartisan aux États-Unis, où donc les démocrates aussi voit cette politique China First. Il y a l'unanimité prioritaire sur cette question. C'est une unanimité. L'Inflation Reduction Act de l'administration Biden le montre bien. C'était cette énorme législation qui avait pour but, donc, encore une fois, de réindustrialiser, de relocaliser les chaînes de valeur aux États-Unis pour la transition énergétique, mais parce qu'on sait que les chaînes de valeur de la transition énergétique sont pour beaucoup localisées en Chine. Donc ça, c'est effectivement quelque chose d'important. Transition énergétique qui est un sujet très important pour la Chine. Ils sont assez leaders sur les questions d'environnement. Sur les panneaux solaires, encore une fois, ils disposent énormément de terres rares. C'est le pays qui dispose le plus de ces matériaux critiques. Encore une fois, pas seulement pour la transition énergétique, mais pour tout appareil électronique, pour les batteries des véhicules électriques, pour tous ces secteurs qui contribuent à l'innovation transatlantique, américaine et européenne. Qu'est-ce qu'on attend là dans les prochaines semaines? Encore des nominations du côté de l'administration Trump? Il y a la nomination du représentant au commerce américain qui est très attendue, évidemment, surtout dans le contexte de la relation transatlantique, on en parlait. Il y a eu un article du Financial Times qui disait que Robert Lighthizer serait nommé. Et ensuite, on a des signaux qui diffèrent d'autres médias américains. Robert Lighthizer, c'est l'ancien représentant au commerce américain durant le
le dernier mandat de Donald Trump. Il était là donc quand il y a eu cette guerre commerciale et qui a été initiée entre les États-Unis et la Chine. C'est un fervent supporter de l'utilisation de ces droits de douane et des sanctions extraterritoriales pour protéger les industries américaines. Merci beaucoup, Alix Frangel-Alves. Je rappelle que vous faites partie du think tank German Marshall Fund of United States. Et puis, bien sûr, on sera amené à revenir sur les prochaines nominations. Et puis, bien sûr, sur la mise en place de la présidence Trump qui se déroulera le 20 janvier prochain. Merci d'avoir été avec nous. Où sont passés les enfants? Ils ne sortent plus. Ils restent confinés dans leur chambre, souvent accros aux écrans. Un rapport du Haut Conseil de la famille et de l'enfance alerte sur ce phénomène dit de la culture de chambre. Avant que la présidente du Haut Conseil à la famille me rejoigne, eh bien, je vous propose d'écouter le Premier ministre australien. Là-bas, ils ont carrément interdit les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Social media is doing harm to our kids, and I'm calling time on it. I've spoken to thousands of parents, grandparents, aunties and uncles. They, like me, are worried sick about the safety of our kids online. And I want Australian parents and families to know that the government has your back. I want parents to be able to say, sorry mate, it's against the law for me to get you to do this. We don't argue that the changes that we will be legislating will fix everything immediately. We have laws such as people can't buy alcohol if they're under 18, and from time to time that can be broken. But those laws set what the parameters are for our society, and they assist in ensuring the right outcomes. Bonjour Sylviane Giampino, vous êtes la présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Et vous venez de produire une enquête absolument passionnante sur un phénomène relativement récent, mais qui est très inquiétant. Ça concerne bien sûr les enfants. Ça s'appelle les enfants. Vous alertez sur ce que vous appelez les enfants de l'intérieur ou la culture de la chambre. De quoi il s'agit exactement ? Eh bien, c'est un phénomène qui s'observe, qui va grandissant et qui est lié à une transformation multiple. Tout d'abord, une transformation liée au mode de vie, c'est-à-dire que le phénomène de repli sur l'enceinte familiale, sur l'intérieur, est un phénomène commun aux adultes et aux enfants et aux adolescents. Pour des raisons évidentes de crainte sociologique, sécuritaire, de grands traumatismes collectifs. Hein. Et concernant les enfants et les adolescents, il y a deux éléments qui ont inquiété le Conseil de l'enfance et de l'adolescence, puisque c'est celui-ci qui a travaillé depuis 2 ans là-dessus. Le premier, c'est que les enfants ont disparu des espaces publics. Et le second, les parcs, les rues, les extérieurs, en fait, hein, c'est ça. Oui, bien sûr, on y reviendra sûrement. Mais par exemple, une majorité des enfants ne vont plus à pied à l'école. 60% des enfants en primaire et au collège sont véhiculés pour les accompagnements scolaires. Les enfants et les adolescents, surtout, n'ont plus envie de sortir. Et pourquoi ils n'ont plus envie de sortir, ces enfants ? Alors, on se souvient que le Covid, ce n'est pas si vieux, hein, c'est ça, mais ça existait déjà avant le Covid, et le Covid a renforcé ce mouvement, vous diriez ? Oui, bien sûr, c'est ce qui est montré dans le rapport, c'est-à-dire que ce phénomène a démarré progressivement. Le Covid est venu confirmer un rapport au monde extérieur anxiogène entre la peur de l'accident. Parce qu'au fond, les parents aussi jouent un rôle, bien sûr, mais ne sont pas coupables de cette situation qui est sociologiquement, d'ailleurs, pas limitée à la France.
mais quand même, le monde extérieur est devenu contaminateur potentiel de problèmes de santé. Et du coup, il y a aussi le fait que dans les modes de vie, on a appris à faire tout depuis la maison. Ça veut dire, oui, c'est cette tendance sociétale, on va dire, de finalement tout commander à la maison, c'est-à-dire se faire livrer des repas, commander des films, etc. C'est cette tendance qui accroît et qui influe en fait sur un mode de vie. Donc, on a peur de l'extérieur, on a l'habitude que tout soit commandé à la maison, donc on reste à la maison, c'est ça? Oui, alors la peur de l'extérieur, elle est liée à plusieurs choses précises quand même. Il y a tout d'abord la peur de l'accident. L'accident de route, l'accident de circulation, c'est ça? Absolument. Sachant que dans les chiffres dont nous disposons, finalement, par exemple, sur les enfants de moins de 13 ans, les décès sur la voie publique sont très majoritairement des décès lorsqu'ils sont à l'intérieur des véhicules. On a une pointe d'inquiétude qu'il faut repérer, c'est que c'est autour de la tranche des 16-17 ans sur les deux roues où il y a des risques, mais l'un des enjeux des propositions du Conseil de l'enfance, c'est l'aménagement de l'espace. Alors, il y a deux directions vraiment de transformation. On ne pourra pas développer. Donc, la transformation de l'espace public, le réaménagement des villes, de la circulation à hauteur d'enfants. L'enjeu, c'est que l'espace public, d'abord, il y a un rappel. L'espace public, c'est l'espace de tous. Donc aussi des enfants et des jeunes. Mais avant de parler des préconisations, en quoi c'est important dans le développement des enfants de sortir dehors, d'être à l'extérieur, d'avoir cette relation aussi avec la nature et quels sont les... En quoi c'est important ça pour les enfants? C'est important pour un développement psychologique? Alors, vous voyez, cette question, par exemple, il y a à peine une génération ne se posait pas. Tout le monde savait que ça faisait du bien aux enfants de sortir dehors, d'aller jouer, des courses, de faire d'aller jouer, de prendre leur autonomie, de fréquenter le voisinage, d'aller chez leurs camarades, etc. Là aujourd'hui, on est obligé de justifier. Alors là, pour le rapport, ça n'a pas été difficile du tout. On a des diagnostics sur l'impact de l'enfant d'intérieur, sur les dangers en termes de santé, qu'on connaît bien, liés à la sédentarité, l'obésité, les vulnérabilités respiratoires, etc. Et puis, l'intérieur, c'est aussi nocif du côté de la santé mentale. De la psychologie, parce qu'on n'apprend pas à connaître l'autre, à se positionner par rapport à l'autre, c'est ça? À repérer, c'est quoi? Ça joue sur les socialités des enfants. C'est-à-dire? Il faut juste savoir qu'un enfant, c'est dès la naissance, un être social. Il est regardé, il regarde, et les enfants ont un mouvement d'externalité, c'est-à-dire qu'ils vont vers les autres, l'extérieur, et leur motricité, l'expérimentation de leur capacité pour les développer. À partir du moment où ce mouvement développemental inhérent à la croissance est entravé, eh bien, du côté de la santé mentale des enfants, on a quand même des bilans qui sont tout à fait inquiétants. Ça atteint la confiance en soi, par exemple, c'est ça, concrètement? La confiance en soi, le sentiment que le monde extérieur peut être dangereux, que l'autre n'est pas un partenaire de relation. Et sur le plan de la santé mentale, je voudrais quand même rappeler un chiffre dans l'étude en classe pilotée par l'OMS, etc. En France, en tout cas, un tiers des adolescents entre 11 et 17 ans déclarent qu'ils ont un sentiment de solitude. Près de la moitié
signalent un mal-être lié à des plaintes, des douleurs de dos, etc. Je vous passe sur les bilans de santé mentale de nos enfants et de nos adolescents qui font la une de la presse et qui inquiètent tout le monde. Santé mentale, qui a été déclarée grande cause par le Premier ministre, grande cause nationale 2025. Alors, vous parlez de transformation territoriale pour qu'il y ait plus de place aux enfants. Je crois savoir que du côté, par exemple, de Villiers-le-Bel, j'imagine que vous connaissez cette expérience, ils ont cette initiative. Ils ont créé un terrain d'aventure, c'est ça ? Vous pouvez nous en parler en quelques mots ? Qui est intéressant, j'imagine, non ? Mais c'est formidable. Il faudrait reproduire ce terrain d'aventure. Il faudrait reproduire ce terrain d'aventure. Vous savez, ce rapport, le chapitre qui liste l'ensemble des propositions pour améliorer la situation s'appelle « Parce que c'est possible ». C'est le titre du chapitre. Il y a sur le territoire toutes les réponses. On est face à des grandes inégalités territoriales dans la prise de conscience que les enfants ont besoin de rencontrer les autres, de se déplier, de se déployer en ville, mais aussi ils ont besoin d'un contact avec la nature et ils ont besoin pour cela d'expérimenter, de toucher, de bricoler, de courir, de crier, de jouer et de se retrouver pour les adolescents. Donc, il y a l'expérience de Villiers-le-Bel, mais il y en a plein d'autres. Il y a des tas d'expériences. Par exemple, l'une des phrases que vous trouverez dans ce rapport, c'est « Au coin de la rue, moins de voitures, plus de culture, plus de nature ». Pourtant, les voitures baissent dans les centres-villes. Les accès de voitures baissent par rapport à ce que c'était autrefois. Mais la question de la voiture n'est pas seulement le nombre de voitures. Par exemple, en milieu rural, c'est pas plus simple pour les enfants et les adolescents, quoi qu'on pense. Par exemple, les adolescents disent que comme tout est plus loin, et que les transports en commun, etc., ne sont pas toujours déployés sur tout le territoire, c'est ça ? Et qu'il y a moins d'équipements d'accès ouvert, gratuit, facile à des équipements sportifs, à des parcs avec plein de possibilités pour les enfants, eh bien ce sont les parents qui les véhiculent. Donc il y a déjà cette perte d'autonomie et ça pèse du coup lourd pour les familles qui sont tributaires de tout cela. Je reviens sur le « c'est possible ». Il y a aussi à penser autre chose, la connaissance et la participation des enfants et des jeunes au déploiement de la nature, aux soins apportés par la nature en ville ou ailleurs, est un élément fondateur pour le développement des enfants, c'est ça ? C'est fondateur pour le développement des enfants. Vous savez, derrière ce rapport, il y a un enjeu qui est un enjeu intergénérationnel. Les préconisations que nous faisons sont des préconisations qui permettent de penser une ville habitée, une ville adaptée aux enfants qui sont des ralentisseurs humanisants. Et quand on adapte une ville aux enfants, on l'adapte aussi aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, etc. Aux personnes vulnérables. Aux personnes vulnérables. Et donc, il y a un enjeu d'intergénérationnalité, mais il y a aussi un enjeu d'apprentissage pour les enfants, du rapport à l'autre, et finalement les codes de l'extérieur. Quand on les pratique progressivement depuis la petite enfance, on les acquiert. C'est un apprentissage, C'est un apprentissage. C'est ça. Oui. Alors, peut-être un dernier point, les peurs du monde extérieur. Il y a celles qui sont liées aux représentations et il y a celles qui sont liées à certaines réalités. La peur de la mauvaise rencontre est légitime. La peur de l'individu malveillant est légitime. C'est pourquoi il faut aussi que l'espace extérieur soit sécurisé, pacifié, rassurant,
et qu'on sorte de cet individualisme qui consisterait à dire que seuls les parents sont responsables des enfants dans une société. Ça veut dire aussi que les autres adultes peuvent avoir un œil, entre guillemets, sur les enfants des autres et potentiellement intervenir si une situation oui, mais ça veut dégénère, par exemple. Oui, mais ça, ce sera plus facile si on réouvre l'espace public à la convivialité, si on réaménage les bords d'immeubles, les raies de ville, pour que les gens qui vivent là, qui travaillent là, aient plaisir, et les adultes aussi, à rester un moment dehors, à flâner, déambuler, se promener. Merci Sylviane Giampino. Je rappelle que vous êtes la présidente du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge. Merci. Le rapport, je vous invite tous à aller le voir sur votre site, est tout à fait passionnant et intéressant. Merci d'avoir été avec nous. À 94 ans, Clint Eastwood est de retour sur le grand écran avec son dernier film, Juré numéro 2, un film qui a enthousiasmé la critique du Journal du Dimanche, Stéphanie Belpech. Elle l'a dit au club Le Figaro Culture. Je vous propose de l'écouter. Et on se retrouve après avec Olivier Delcroix, mon invité, lui aussi très enthousiaste. À tout de suite. Ah, entièrement. Moi, j'ai adoré ce film que je n'attendais plus. En fait, pour moi, il revient aussi à ce qu'il savait faire de mieux dans les années 90, c'est-à-dire le thriller. L'époque des pleins pouvoirs de jugés coupables que vous mentionniez tout à l'heure. Et avec tous ces thèmes de prédilection, effectivement, l'analyse du système judiciaire américain, le cas de conscience, le dilemme moral, le poids de la responsabilité et de la culpabilité, le doute, le personnage ambigu, va-t-il parler et compromettre sa vie et tout perdre en fait, ou se taire et faire condamner un innocent à la réclusion à perpétuité. Enfin voilà. Et donc la narration, elle est tendue. On est pris dans un thriller haletant du début jusqu'à la fin. Et honnêtement, moi, je ne m'attendais pas à ce qu'il revienne aussi en force que cela, à 94 ans. C'est assez stupéfiant. Bonjour Olivier Delcroix. Bonjour. Vous êtes journaliste au service culture du Figaro et vous signez deux grands articles dans ce très beau hors-série Le Figaro consacré à Clint Eastwood, le dernier des géants. En quoi Clint Eastwood est le dernier des géants ? On a un peu toujours tendance à exagérer, mais là, pour une fois, j'ai l'impression que c'est vrai. 94 ans et voilà. Toujours au sommet. Stéphanie Belpech nous le disait. Effectivement, Juré numéro 2, on ne s'attendait pas du tout à ce que ça soit aussi bien. Et pourtant, c'est un film dans sa mise en scène et dans son interprétation, dans son sujet, qui est en plein cœur de l'Amérique d'aujourd'hui, qui s'intéresse à la justice. Et ça prouve qu'en fait, après 70 ans de carrière, Clint Eastwood et 42 films est toujours au sommet. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on peut justifier le titre du hors-série du Figaro, le dernier des géants, parce qu'effectivement il l'est. Il n'a jamais lâché l'affaire, il est toujours au sommet. Et puis là, voilà, on a l'occasion de s'en rendre compte une nouvelle fois. Avec un très bon film, effectivement. Exactement. Comment il arrive dans le milieu du cinéma, Clint Eastwood ? Ah bah c'est amusant, parce qu'effectivement, c'est un acteur au départ qui n'arrive pas à percer. C'est un petit peu comme Steve McQueen qui a dû passer par les fourches codines de la série télé avec Au nom de la loi pour se faire un nom dans le western, et puis ensuite, progressivement, il va devenir la star qu'on connaît. Et ben Eastwood, c'est pareil. Au départ, il veut faire carrière à Hollywood, il n'y arrive pas, et puis finalement, de petit rôle en petit rôle, on lui propose Rawhide, qui est une espèce de série de cow-boy où il va faire, je ne sais pas combien de saisons, je crois 6 saisons, un nombre incalculable d'épisodes où il s'ennuie un petit peu quand même, toujours sur la selle de son cheval, et il se dit mais il faut absolument que je perce. Il n'y arrive pas. Et le moyen qu'il va trouver est un moyen absolument dingue, c'est qu'en fait il va répondre à l'appel d'un Italien un peu bizarre, Sergio Leone, qui veut tourner un western spaghetti. Et attention, pas n'importe lequel, pour une poignée de dollars. Et évidemment, ça se tourne où ? Ça se tourne en Espagne, à Almeria. Et du coup, finalement, Eastwood se dit c'est ma chance.
Sergio Leone n'était pas tellement sûr de prendre ce jeune. Ah non, il n'est pas tellement sûr parce qu'en fait, il voulait Henry Fonda, il voulait Gary Cooper, il voulait un premier, il voulait une star, voilà. Et puis on lui file un acteur de série Z, pas terrible, Rawhide, bon. Et en fait, le truc, c'est l'anecdote est assez savoureuse. Il est dans une salle de projection, on lui projette un bout de l'épisode de Rawhide. Et Léon, il dit bon, ça va, il se lève, il va partir, et puis il voit descendre d'une diligence Eastwood. Et en fait, il se retourne et il voit la démarche chaloupée, lente d'Eastwood. Et là, il se dit oh, ça capte complètement l'attention du spectateur. Eastwood a une manière un peu magique de capter l'attention des gens par cette espèce de démarche qu'on va retrouver en permanence, à la fois effectivement dans le Cavalier sans nom de la trilogie du dollar, mais également dans tous ses films et dans l'Inspecteur Harry jusqu'à... C'est ça sa particularité, sa signature, c'est ça finalement une économie il est dans l'économie, de gestes et de mots, c'est ça ? Exactement, et vous verrez, moi j'ai eu la chance de le rencontrer en 2008 quand il est venu à Paris défendre Gran Torino, et j'avais pas du tout capté en fait que j'étais face à une légende, mais quand il a ouvert la porte à l'hôtel Bristol et que je l'ai vu traverser la pièce, je me suis dit ah oui, cette démarche nonchalante, ça vous a frappé. C'est incroyable. Il est allé vérifier si le temps était beau à la fenêtre, et rien que ça, c'était du cinéma. Et je me suis dit oui, en fait, il a toute sa vie eu cette façon à la fois économe, taiseuse, mais puissante d'imprimer sa marque à l'écran et dans la vie. Clint Eastwood, donc c'est un acteur, c'est aussi un réalisateur. Exactement. C'est son 41e ou 42e film. Alors, je sais pas, moi j'étais à 41, alors maintenant on me dit 42. Moi j'étais à 41 aussi. il a fait une quarantaine de films, voilà. Et ça aussi, c'est la preuve que c'est le dernier des géants, parce que il sait très bien qu'il est grand acteur. Il a un potentiel, il a un physique, il a une gestuelle, il a une économie de mots, il a tout ce qu'il faut. Mais en même temps, il s'intéresse au fait de raconter des histoires. Il s'intéresse au cinéma dans son ensemble. Et dès les années 70, il veut absolument, en fondant sa boîte Malpasso, sa société de cinéma, imprimer sa marque aussi en tant que réalisateur. Parce qu'il a une vision, c'est ça, à raconter. Il veut raconter les États-Unis. Je pense qu'il a une vision, oui. Il a envie de raconter des histoires. C'est un conteur, lui aussi. Au départ, dans les années 70, on va bien le voir. Et surtout, ce qui est amusant, c'est qu'il a une façon de mettre en scène qui n'est pas du tout celle des Européens, par exemple. C'est l'anti-Sergio Leone. Sergio Leone, oui, ou tous les autres réalisateurs européens ont une façon de mettre en scène qui est très visible. Ils aiment que les spectateurs s'aperçoivent qu'on a fait un travelling arrière, qu'on n'a pas noté, qu'on est tout d'un coup sur des effets de stroboscopie, etc., etc. En fait, Eastwood, il déteste ça. Ce qu'il aime, c'est le style invisible. Ce qu'il a appris, en fait, des grands maîtres du western des années 30, 40, les John Ford et les Raoul Walsh, tous ces gens qui, effectivement, font du cinéma, mais en le rendant le plus limpide, le plus invisible possible. Voilà. On ne voit pas les coutures, on suit l'histoire, on est avec les héros, on est en empathie, l'émotion est plus forte. Et c'est ce que Eastwood a développé toute sa vie dans son film. Je vous mets au défi de mettre un effet de caméra qui soit eastwoodien. Non, justement. Lui, c'est la sobriété. C'est d'ailleurs la même manière, il parle aux acteurs comme il parle à ses chevaux, en leur murmurant à l'oreille. Il avait remarqué, en fait, lors des tournages des westerns, que quand on disait « action » ou « couper », les chevaux avaient peur et sursautaient. Et du coup, depuis 70 ans, depuis qu'il fait tous ces films, il ne dit plus jamais « action » ni plus jamais « couper ». Il va juste dire « on y va ». C'est bon. Il tranquillise. Il tranquillise même les acteurs. C'est Tom Hanks dans Sully, qui est un très bon film qui est sorti en 2016, qui racontait cette anecdote en disant voilà, c'est l'homme qui murmurait aux acteurs. Quelle est la vision? Qu'est-ce que raconte son cinéma? On sait que la justice est un thème récurrent, c'est le thème de son dernier ça l'obsède. film. C'est une obsession, oui, carrément, vous diriez? Je pense que c'est
un thème qui l'obsède parce qu'en fait, depuis les débuts, il y revient tout le temps. Ouais. Il y revient tout le temps. L'injustice l'insupporte. Alors au départ, effectivement, il est dans une vision de la justice avec un colt, avec un 6 coups, avec une étoile de shérif, law and order. Donc c'est une justice plutôt expéditive et primitive. Voilà. Ça, c'est la justice de l'homme sans nom et qui d'ailleurs assez amorale, vu par Sergio Leone. Mais quand il revient aux États-Unis, il commence à faire des westerns. Il n'en a pas fait beaucoup. Hein. En tout, il aura fait 12 westerns sur 70 films. Mais on se rend bien compte que effectivement, la justice est un thème qui le révolte parce que effectivement, l'injustice, le temps, il y a quelque chose d'obsessionnel chez lui, et on va bien voir que de décennie en décennie, de film en film, la justice que met en scène Eastwood est un peu à géométrie variable. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il voit bien que le système judiciaire évolue, se raffine, et lui-même va faire des films autour de ça. Mais il aime filmer les prétoires, il aime filmer les tribunaux, il aime filmer les erreurs judiciaires. Le cas Richard Jewell, par exemple, en est un exemple frappant. Effectivement, Sully, sur ce personnage le commandant de bord, un amérissage sur l'Hudson, voilà, en 2009. Et il fait le film en 2016, c'est Tom Hanks qui prend la casquette de Sully, et c'est une histoire vraie. Et en fait, le plus dingue, c'est que ce sont toutes les assurances et qui le mettent en doute. Mais vous auriez pas dû amérir sur l'Hudson, vous auriez dû revenir à l'aéroport. Et donc là, tout d'un coup, c'est quand même le héros national qui se retrouve repris, voilà, et qui est dans la nasse, et qui se retrouve accusé d'avoir sauvé 155 passagers, de n'avoir fait aucune victime et d'avoir fait un miracle. Souvent, chez Clint Eastwood, le héros est un héros solitaire, hein, quand même. Hein. Il y a beaucoup de ça, oui, c'est le Lonesome Cowboy, hein, on est chez lui quelque part, mais bien sûr, mais néanmoins, plus je pense les films d'Eastwood progressent, plus il joue un peu avec l'équipe, et puis en fait aussi c'est plus facile de mettre en scène un héros solitaire que de mettre en scène Wild Bunch, une équipée sauvage. Ça demande beaucoup, parce qu'il faut mettre, c'est les scènes personnelles, vous voyez, donc il faut définir les caractères, faut les mettre ensemble. Le personnage solitaire, le héros solitaire, c'est très facile. Dirty Harry, c'est Harry Callahan, c'est l'homme contre le système. Dirty Harry, c'est l'inspecteur Harry, une trilogie de films, c'est ça ? Oh, il en a fait, il y en a eu plus après. Ouais, qui a créé beaucoup la polémique. Hein, mais bien sûr, c'est Don Siegel, son copain Don Siegel, avec qui il a réalisé plusieurs films d'ailleurs, ils étaient vraiment copains. Il réalise le premier inspecteur Harry qui va être détesté quand il va sortir, parce que alors à l'époque c'était la grande critique du New Yorker, je crois. Dans les années 70, voilà, c'est Pauline Kael qui va dire qu'il est fasciste, qui a une économie et une vision politique d'Eastwood qui est à la limite du fascisme. Or, pas du tout. Eastwood, c'est dans le fond un libertarien. Effectivement, c'est quelqu'un qui était pris de liberté et qui, en fait, lui, quelque part, a tendance à rendre la justice sous son chêne, tout seul, selon ses propres critères. Et il va le faire comme ça au départ. Et c'est vrai qu'Harry s'oppose à l'administratif au départ, à toute l'appareil de la paperasserie qui empêche, alors qu'il y a un tueur en série qui arrive dans la ville et qui continue à faire des victimes, et donc quelque part l'inspecteur Harry, c'est un personnage qui va au-delà de son étoile de shérif, quoi, et qui va rendre la justice tout seul. Donc oui, bien sûr, c'était un petit peu ambigu, mais il a adoré ça, Eastwood. De toute façon, tous ces films, quand on les regarde comme ça à la suite, et je pense que j'ai, comme un certain nombre d'autres intervenants du hors-série, dû récupérer, voilà, je les ai tous revus.
Et effectivement, on se rend bien compte que Eastwood travaille dans l'ambiguïté. Il est dans les nuances de gris. Et plus ces films avancent, plus on se rend compte qu'il joue avec ces nuances. Il est de moins en moins manichéen. Souvent, ces personnages sont des hommes. Il a fait quelques films autour de figures féminines. Quand même. Il y a eu l'échange avec Angelina Jolie. Hilary Swank, c'est ça. Et Million Dollar Baby, qui était quand même un film très très émouvant. Et puis le grand film romantique. Et puis voilà, avec Meryl Streep. Sur la route de Madison. Sur la route de Madison, qui est quand même un chef-d'œuvre aussi romanesque, etc., où il est capable aussi de se montrer sous un jour totalement romantique, taiseux, mais tellement attachant. Tellement attachant. Outre le cinéma, Eastwood s'est intéressé à la politique. Il a été maire républicain de Carmel en Californie, parce qu'il est californien d'origine. On sait s'il s'est prononcé un peu là. Oui, il a toujours été. Au moment de la campagne de Trump dernièrement. Mais il était pour Trump. Il a soutenu Trump. En fait, à 94 ans, il n'a jamais dévié d'un iota. Il a toujours été républicain. Il a toujours soutenu tous les présidents républicains, tous les candidats républicains. Voilà, ça c'est une ligne de conduite presque philosophique qu'il a toujours eue. Et c'est vrai que c'est une sorte d'exemple ou de contre-exemple dans le milieu hollywoodien qui est plutôt démocrate, plutôt progressiste. Quelle relation il a avec la France, Clint Eastwood? C'est un pays qu'il a toujours aimé, qui a toujours aimé son cinéma, qu'il a toujours soutenu. Je pense qu'en tout cas la France aime beaucoup Eastwood. Alors au début, dans les années 70, elle considérait Eastwood comme d'un mauvais œil, parce qu'effectivement il y avait quand même ce Dirty Harry qui était un peu trop sale, voilà, qui faisait tâche. Mais progressivement, je pense que la France est un pays qui aime beaucoup Clint, qui aime beaucoup la façon dont effectivement il fait ses films. On a pu s'en rendre compte même là actuellement. Le film Juré numéro 2 rencontre un vrai succès, alors que en réalité, on peut le dire, il a été un peu lâché par la Warner, qui a sorti son film comme on jette un Kleenex par-dessus la vitre d'une voiture. Mais le public est au rendez-vous. Mais le public est au rendez-vous. Alors là, du coup, la Warner qui a sorti le film en catimini se rend compte que va peut-être falloir rajouter des salles. Alors très brièvement, on arrive malheureusement à la fin. Si vous deviez recommander 3 films à une personne qui connaît pas très bien son cinéma, quels seraient ces 3 films pour découvrir le cinéma d'Eastwood? Il faut commencer par Le Bon, la Brute et le Truand. Quand même, ça c'est... Sergio Leone. Voilà, Sergio Leone, Eastwood, bam, ça c'est sûr, c'est évident. Ennio Morricone pour la musique. Absolument. Il n'y a rien à faire. Là, ça y est. On est dedans. Le deuxième. Voilà, le deuxième, pour moi, c'est l'Inspecteur Harry, bien sûr, parce que là, c'est le versant américain. Eastwood se remet et se réinvente en flic avec son Magnum 357, Make My Day. Et puis après, je dirais soit Juré numéro 2, soit Gran Torino. Parce que Gran Torino, c'est bien. Après, vous savez, il y en a, on dit 3, mais on pourrait faire aussi La route de Madison, bien qui est sûr, magnifique. Un grand film romantique. Si vous voulez tout savoir sur Clint Eastwood, eh bien, je vous invite à lire le très beau hors-série du Figaro consacré à l'acteur américain, dans lequel Olivier Delcroix vous signez 2 très grands articles tout à fait passionnants. Merci de votre fidélité. Point de vue, c'est déjà fini. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Rendez-vous à midi. Passez d'ici là une bonne journée sur le Figaro TV. À très vite.